Elle était très proche des familles, ouais. Et les enfants avaient de l'affection et de l'amour pour elle, parce qu'il lui apportait, un des professeurs qui était gâté par les enfants. On lui apportait de la galette, on lui apportait des gâteaux, on lui apportait des macroutes. Il disait aux enfants, tirez vos livres. Les enfants qui avaient acheté le livre à la coopérative, ils le tiraient, et des enfants qui ne mettaient rien devant avec. Elle s'est rendue compte. Pourquoi tu as oublié ton livre? Il lui dit, je ne l'ai pas oublié, je n'en ai pas. Et pourquoi tu n'en as pas? Pourquoi tu n'en as pas acheté? Il se vend à la coopérative. Il dit, madame, je n'ai pas d'argent, mon père ne travaille pas, il n'a pas d'argent, il ne l'a pas acheté. Elle notait les enfants qui n'avaient pas de livres dans ses classes. Et elle allait à l'intendance, elle les achetait, elle les payait et elle leur distribuait. Et ça, c'était les anciens. Avec Hiya et Philippe. Philippe, jamais il est venu me voir pour me dire, monsieur Bouzaïr, j'ai acheté ceci ou cela. Il achetait la verrerie, il achetait les acides, il achetait des micros, il achetait un tas de choses. Et je les voyais quand je visitais les laboratoires, il ne m'a rien demandé. C'est lui qui les payait de sa poche. Et quand je lui disais, Philippe, il faudra que vous décidez un jour à venir me demander votre argent, il faut que je vous rembourse. Il me dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas, ce sont mes élèves. J'avais 14 ans quand j'ai fait la connaissance de Ben Bedis. Quand je sortais de mes cours, il faisait paraître un journal à Constantine, face à la Médersa, c'était la rue Alexis Lambert. Et il avait deux collaborateurs, un nommé Belgichi et un autre Bouchmel. Allah yarhamhum l'ithnin, l'thalatha. Il avait un journal qu'il appelait le Mourchid, et il avait un autre journal, il l'appelait Shihab. Alors il venait, on lui donnait, les deux collaborateurs lui présentaient l'épreuve. Il prenait connaissance de l'épreuve, il corrigeait les fautes de langue, de grammaire, de syntaxe dans la marge, et puis il leur donnait, il leur disait, faites une deuxième épreuve, tenez compte des corrections. Et moi j'étais là, me donnait des petits travaux à faire. Et parfois, je mettais la main à la pâte. Quand ils avaient besoin d'une rame de papier, je m'occupais. Et puis, il corrigeait la deuxième et il allait dans son bureau. Et je le suivais dans son bureau. Et puis là, nous bavardions, il me parlait, il me posait des questions. Si je travaillais bien ou pas. Et il me posait des questions pour savoir si j'étais du niveau ou pas. Et des questions très subtiles, très intelligentes, pour savoir si j'étais vraiment du niveau de la classe. Et il m'enrichissait au fur et à mesure. Et le soir, il expliquait, il commentait le Coran. Il faisait de l'exégèse coranique. Et tous les soirs, sans exception aucune, j'allais assister à son cours. Et il a expliqué le Coran à 2 reprises. Il a fini, il est resté 3 ou 4 ans, et puis il a repris de nouveau. Et il avait une phrase qu'il disait à chaque fois. Quand il terminait le commentaire d'un verset, de 2 ou 3 versets, il terminait son commentaire par cette phrase. Wal Qur'anu
يفسره الوقت والزمان. Ce commentaire que je fais, le Coran, très certainement, aura un commentaire autre que celui que je donne par l'évolution des événements et du temps. Parce qu'il disait que le Coran se divise en deux parties. Il y a une partie divine, les fondations de l'islam, l'idéologie, la philosophie de l'islam. Celle-là, elle est intouchable. Elle restera la vie durant. Elle ne changera pas. Par contre, dans le Coran, il y a des versets qui ont trait à la vie courante, à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie économique. Ces versets-là sont conjoncturels à l'époque. Ils changeront très certainement au fur et à mesure que le monde va évoluer. Il appartiendra ensuite aux musulmans de l'époque qui viendra après de tenir compte de l'évolution du temps et de reprendre le Coran et reprendre les versets qui n'ont pas trait à l'idéologie, à la philosophie, à l'islam proprement dit. Par exemple, le mariage, le divorce, les droits de succession, les relations entre les hommes, l'éducation de la femme, le travail de la femme, etc. Et il a appelé ça l'ijtihad. Il faut que les musulmans de l'époque qui va venir tiendront compte de l'évolution, ils feront l'effort de revoir le Coran et de le faire évoluer et de l'adapter à la situation de l'époque que nous vivrons. Malheureusement, il s'est passé une chose à laquelle il faut manifester sa tristesse et sa réprobation, c'est que les choses n'ont pas évolué du tout. Elles sont restées ce qu'elles ont été du temps de l'islam. Et ce qui est encore plus grave, c'est que non seulement elles n'ont pas évolué, mais elles ont régressé encore davantage. Actuellement, le problème de la femme, pas seulement algérienne, à l'échelon mondial, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Libye et au Moyen-Orient, le problème de la femme musulmane reste. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Il est moins accentué en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Il y a un semblant de liberté et quelques droits qui sont reconnus, mais les plus importants ne sont pas. C'est-à-dire que l'homme reste l'élément dominateur. La femme, elle, n'a pas encore droit à certains de ses droits. Et quand on voit la femme saoudienne ou la femme yéménite, la situation est encore plus grave. La situation est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'il sait, l'homme, que ce soit en Algérie ou ailleurs, il ne cherche pas à faire avancer les choses, il ne cherche pas à les faire changer, il ne cherche pas à les faire valoir au profit de la femme pour en faire son égal. Il préfère laisser les choses qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'il est le privilégié. Il veut garder ses privilèges. Il est considéré comme étant supérieur à la femme. C'est lui qui a droit à un droit, mais pas à la femme. Il n'est pas son égal. Il est supérieur à la femme est inférieure à l'homme. Pardon, il veut que tu reprennes en arabe quelque chose.
Je reprends le tout après en arabe. Ah, tu vas... Et ce n'est pas un élément, un seul. J'explique rien. Alors, quand on voit maintenant la femme aujourd'hui, vous voyez en Algérie par exemple, comme en Tunisie ou au Maroc, il y a des femmes médecins, des femmes ingénieurs, des femmes pharmaciennes, des femmes architectes, des femmes pilotes, des femmes qui sont sur un bateau marin, des femmes qui travaillent et qui occupent n'importe quelle fonction. Et elle reste, malgré les études qu'elle a faites, malgré les diplômes qu'elle a obtenus, malgré les responsabilités qu'elle assume, malgré les fonctions et autres fonctions qu'elle assume, elle n'a pas le droit de décider pour elle, par exemple, de prendre une décision la concernant. Et elle n'a pas la possibilité, la liberté de prendre un avion ou un bateau et voyager seule. Jusqu'à présent. On lui impose un tuteur. Ce tuteur serait son papa. Si le papa est décédé, un oncle. Si l'oncle, elle n'en a pas, ce sont un de ses frères, même s'il est plus jeune qu'elle, même s'il est mineur, même s'il est chômeur, même s'il n'a aucune formation. Il suffit qu'il soit homme. Donc elle peut partir en pèlerinage, mais si elle n'est pas autorisée à y aller seule, il faut qu'elle soit accompagnée. Et accompagnée, il faut que la personne qui l'accompagne soit mâle. Par exemple, à l'époque, l'héritage, le garçon, quand il hérite de deux parts. La femme, la 8e, le garçon de deux parts de l'héritage, le patrimoine familial, et la femme, elle a une part. À l'époque, c'était quoi? L'explication à l'époque, c'était la femme, quand elle se mariait, elle avait droit à une part de l'héritage. Elle se marie, elle se rend dans une famille qui n'est pas la sienne, la famille de son mari. Bon, elle y vit 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, etc. Mais pour une raison ou pour une autre, elle est divorcée. Elle revient à la maison, à la charge de la famille, à la charge d'un frère qui, lui, a bénéficié des deux parts de l'héritage du patrimoine familial auquel il avait droit, et il a bénéficié d'une part de l'héritage de sa sœur. Elle a eu une part, elle a bénéficié de cette part, mais elle a laissé au sein de la famille, au sein du patrimoine familial, la seconde part. Quand il va la récupérer, elle va rentrer, elle va réintégrer, parce qu'elle a été divorcée pour une raison ou pour une autre, le foyer familial, il ne va pas débourser de son argent pour la prendre en charge, et elle et ses enfants. Elle a sa part de l'héritage. Il n'a aucun mérite à le faire. Elle a sa part. La deuxième part, c'est... Elle a sa part. Elle a son héritage qui l'attend. C'était ça l'origine de la deuxième part. Mais maintenant, les choses ont évolué. La femme, elle travaille. Elle travaille, elle gagne de l'argent, etc. Elle n'a plus besoin. Maintenant, les choses doivent changer. Mes frères ont deux parts. J'ai maintenant, parce que j'ai la possibilité de faire des études, j'ai la possibilité de gagner de l'argent, j'ai la possibilité de me prendre en charge, non seulement de me prendre en charge, mais encore de venir en aide aux miens. Si parmi les miens, femmes ou hommes, ne travaillent pas, je suis en état et en mesure de pouvoir leur tendre la main et les aider et me rendre solidaire. Alors je veux avoir ma part égale de mon patrimoine. C'est pourquoi actuellement,
Parce que le code de la famille ne prévoit pas, les sols sont restés comme elles sont. Les familles qui ont quelque chose dans le crâne et qui raisonnent, et quand ils ont des enfants, femmes et garçons, qu'est-ce qu'ils font pour mettre à l'abri leurs filles? Ils cèdent de leur vivant. Ils font des donations. Vous voyez sur le journal, monsieur Untel a fait donation d'une villa, d'une maison, etc. Il lui donne, comme ça il est à l'abri. Et les autres, ils ont le patrimoine, vous voyez, il lui donne, il enlève quelque chose du patrimoine et le lui donne. Par acte notarié. Et voilà comment les choses sont.